Et notre idée, évidemment, c'est que des bâtiments remarquables, on a parlé ce matin de l'école vétérinaire, on a parlé de la maison modèle du boulevard Carnot, des Halles, mais peut-être aussi, et moi je pense beaucoup au Mirail, je pense beaucoup au campus du Mirail, dont je suis prêt à faire le pari que dans 20 ou 30 ans, on considérera qu'on a été un petit peu rapide en le livrant aux pelles des démolisseurs. La mobilisation donc de notre structure et tout le travail réalisé, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais je crois qu'on va en parler durant ces 2 jours autour de la publication du livre Toulouse 4070, permettra sans doute de conserver les traces les plus étendues possibles, y compris les témoignages oraux, et ça c'est très très important bien sûr, des acteurs encore présents. Il y a dans cette période donc des architectes qui sont toujours là et avec qui nous avons beaucoup de plaisir à converser, n'est-ce pas Bernard? Je trouve que le travail que vous faites autour du livre 4070, qui fait suite d'ailleurs à un premier travail 2040, des années 2040, est tout à fait fructueux. Je rappelle qu'il y a eu dans cette région, oui je dis bien, ce qu'on appelait le mouvement des modernes toulousains, avec des architectes comme Gardia, Zavagno, enfin j'ai peur d'en oublier, Castin, Bescos, etc. Et que quelques-uns de ces acteurs sont encore présents à Toulouse et qu'il est de notre devoir, bien sûr, d'archiver leurs travaux. Plus récemment, au début des années 80, la mise en place des concours généralisés pour toute la commande publique d'architecture et d'ingénierie, je rappelle que cette généralisation des concours est une spécificité française, a produit un formidable gisement de travaux, plans, maquettes, réflexions, dont évidemment la plupart ne seront jamais réalisés, puisque, vous le savez sans doute, un concours d'architecture, c'est 3-4 architectes qui sont consultés, puis il y en a un qui réalise, qui gagne, et les travaux des 3 autres finissent souvent dans les caves des collectivités et ne sont jamais exploités. Et si on veut que l'écriture architecturale publique depuis 30 ans en Midi-Pyrénées soit conservée, nous devons, là aussi, il me semble-t-il, archiver tous ces travaux, même ceux qui n'ont donc pas été suivis de réalisation. Alors, les raisons culturelles et pédagogiques ne constituent pas évidemment les seules raisons qui amènent les acteurs de l'acte de bâtir à se préoccuper de l'archivage des documents. Il y a évidemment des raisons juridiques, professionnelles. Vous savez que les architectes, bureaux d'études, sont tenus de conserver des traces de leurs travaux pendant 2, 10, enfin, suivant le type de document, jusqu'à 30 ans. Mais au-delà, il n'existe plus aucune obligation. Et puis, il y a des raisons tout simplement techniques, d'information sur les matériaux et les méthodes de construction dans le cadre d'interventions ultérieures éventuelles. Alors, si vous voulez, puisque j'ai eu la chance de travailler sur ce bâtiment avec Bernard Voincher, qui est architecte en chef des monuments historiques, et à titre d'illustration, je pourrais comme ça, je ne vais pas faire l'histoire de ce bâtiment, d'autant que je crois que demain, Guy Tricaz le fera sans doute beaucoup plus savamment et beaucoup plus complètement, mais en partant de cet exemple, essayer de
de vous dire quelle a été notre approche, à Bernard Wincher et à moi, sur la façon et les moyens que nous avons eus de transformer cette ancienne église, la plus ancienne église de Toulouse, qui fait mémoire, je crois, depuis plus de 15 siècles, pour répondre à un programme de la ville de Toulouse qui était de transformer donc ce bâtiment en auditorium. Alors c'est une aventure très passionnante qui a duré 10 ans environ, et passionnante parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux en même temps. Il y avait d'abord le sauvetage d'un bâtiment qui menaçait ruine, qui avait failli être démoli d'ailleurs lorsque l'Arsenal l'occupait. Il a été question pendant très longtemps que l'emplacement de cette église soit occupé par des bâtiments universitaires. À ce moment-là, la ville de Toulouse a racheté, a couvert très sommairement le bâtiment pour éviter qu'il ne se dégrade davantage, et a réfléchi donc à une utilisation et je trouve pas simplement dans un esprit passéiste de conservation historique, simplement pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment. Et nous, les architectes, nous aimons bien cette idée que les bâtiments ne sont pas figés pour l'éternité dans leur forme et dans leur fonction, qu'ils puissent être recyclés dans notre actualité architecturale, technique et fonctionnelle. Et la ville de Toulouse n'a pas laissé passer l'occasion donc d'allier une opération de conservation historique avec un bâtiment dont l'usage, aujourd'hui, vous en êtes témoin, sert à beaucoup d'occasions.